Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons de travailler sur la Troisième République, un régime, un empire colonial, et aujourd'hui nous allons plus particulièrement parler d'une république coloniale. En effet, la France sous la Troisième République est une république coloniale. Ici, vous avez la couverture d'un manuel scolaire datant de vers 1900. Le personnage central est Marianne. Elle est habillée d'une armure guerrière, mais également porte un rameau d'olivier dans la main droite. Juchée sur son bateau, elle apporte alors soit la guerre, soit la paix, en fonction des peuples qu'elle va rencontrer. Son message est alors ici dichotomique. Marianne a également un bouclier avec elle, qu'elle a en main droite, où il y a plusieurs promesses écrites dessus: le progrès, la civilisation et le commerce. On peut supposer que ce sont l'ensemble des promesses qui sont faites aux peuples colonisés qui sont représentés ici, sur Terre, par différents peuples. De par la présence de ces différents peuples, on peut alors supposer que la République française, ici représentée par Marianne, peut coloniser tous les pays du monde. Cette image de propagande s'adresse à la fois aux élèves et à leurs parents, afin de leur faire comprendre que la République française est une république coloniale et que la colonisation, c'est bien. Lancé dans l'indifférence de l'opinion, le projet colonial est pour ses partisans un moyen de rendre son rang de grande puissance à une France alors affaiblie par la défaite de 1870-1871. À partir de 1881, sous la pulsion d'hommes tels que Jules Ferry, la Troisième République accumule les conquêtes. Dans ce discours du 28 juillet 1885, Jules Ferry justifie les conquêtes. Il commence alors son discours par une justification économique, en parlant notamment des débouchés, c'est-à-dire des nouveaux marchés pour l'industrie française que pourraient constituer les colonies. Ensuite, il aborde un aspect humanitaire. Selon lui, les Européens sont une race supérieure qui doivent civiliser les races inférieures. Jules Ferry évoque également la stratégie militaire, en parlant notamment de la marine française, et disant que les colonies étant des surfaces de mer supplémentaires, des abris solides, de défense et des centres de ravitaillement qui sont indispensables à la présence de la marine française sur la totalité du globe. Jules Ferry aborde également la concurrence qu'il peut y avoir entre les différents pays colonisateurs en disant que si la France ne participe pas à cette opération, elle va régresser dans son rang de puissance mondiale. La dernière justification de Jules Ferry reprend un petit peu cette idée de puissance, mais également l'aspect humanitaire et civilisateur des races supérieures, où il dit particulièrement que la France doit répandre son influence sur le monde et porter au maximum sa langue, ses mœurs, son drapeau, ses armes et son génie. Ici, nous pouvons observer une carte qui nous permet de voir l'étendue des colonies européennes en 1815 et en 1914. Nous pouvons alors remarquer que l'ensemble des pays européens ont colonisé la quasi-totalité du monde et particulièrement le continent africain. La France a colonisé la Tunisie, le Maroc, l'Afrique occidentale et équatoriale, Madagascar et Indochine. Soit, entre 1870 et 1914, l'étendue de l'Empire français a été multipliée par 10. Ce texte est un extrait du Feu en Kabylie de Guy de Maupassant, publié dans Le Gaulois le 3 septembre 1881. Guy de Maupassant évoque ici la confiscation des terres réalisée par les colons. Je vous lis le texte. Voici les différents systèmes employés pour chasser et spoiler les misérables propriétaires indigènes. Un particulier quelconque, quittant la France, va demander au bureau chargé de la répartition des terrains une concession en Algérie. On lui présente un chapeau avec des papiers dedans, et il tire un numéro correspondant à un lot de terre. Ce lot, désormais, lui appartient. Il part. Il trouve là-bas, dans un village indigène, toute une famille installée sur la concession qu'on lui a désignée. L'étranger l'expulse. Elle s'en va, résignée, puisque c'est la loi française. Mais ces gens, sans ressources désormais, gagnent le désert et deviennent des révoltés. À travers l'étude de ce texte, on comprend que Maupassant, et donc qu'une partie de l'opinion publique française, a une position ambiguë vis-à-vis de la colonisation. En effet, d'un côté, Maupassant comprend la confiscation des terres par les colons, puisque c'est la loi française. D'un autre côté, Maupassant comprend que ces indigènes deviennent des révoltés, puisqu'ils n'ont plus de ressources.
Se comportant en puissance coloniale, la Troisième République viole les valeurs dont elle se réclame. Liberté, égalité, fraternité. Tueries et massacres jalonnent la conquête. Une fois la soumission obtenue, la France ouvre des écoles, des routes et des hôpitaux, mais les populations indigènes sont spoliées de leurs terres, soumises à de lourdes fiscalités et au travail forcé. Voici les paroles d'un colonisé, Zitari, paru dans le journal franco-algérien El Har, La Vérité, le 11 février 1894. Cet homme commence par questionner la République, par questionner la France. Il ne comprend pas. Normalement, le droit de vote est accessible à tous, le service militaire aussi, l'instruction gratuite et obligatoire aussi. Apparemment, ce n'est pas le cas. Les demandes de cet homme sont simples. Il demande à ce qu'une partie des impôts qu'il paye puisse contribuer au fait que son fils apprenne à parler français, apprenne à aimer la France et apprenne à cultiver leurs champs. Également, il dit qu'il ne cessera de solliciter le droit de vote, mais également de solliciter le droit de verser son sang pour sa patrie. Ici, nous comprenons donc que cet Algérien n'a d'autre volonté que d'être simplement l'égal d'un Français. En effet, les colonisés sont privés de tout droit politique par le code de l'indigénat, et les révoltes sont durement réprimées. On parle alors de société coloniale. Le Code de l'indigénat est un ensemble de lois datant de 1881. Ces lois sont appliquées dans l'ensemble des colonies françaises. Elles restreignent les droits des peuples colonisés et les soumettent aux réquisitions, au travail forcé, etc. Enfin, lorsque l'on parle de société coloniale, on pense à des sociétés où les colonisés sont exploités et privés de droits. Sur le plan diplomatique, la Troisième République participe à la rivalité coloniale. Ainsi, des crises l'opposent à l'Allemagne à propos du Maroc en 1905 et en 1911. C'est ce que nous pouvons voir sur cette caricature datant du début du XXe siècle. Le Maroc, chevauchant son chameau, fuit littéralement devant l'Allemagne, aisément reconnaissable grâce à son casque à pointe, suivi de la France, représentée par Marianne et son bonnet phrygien, et en troisième et quatrième position, l'Angleterre et l'Espagne. Ces rivalités exacerbent le nationalisme, élément majeur de l'engrenage qui conduit à l'éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914. Nous avons terminé cette troisième partie du cours. Demain, nous rédigerons la conclusion et je vous aiderai à trouver un certain nombre d'idées pour l'ouverture. Travaillez bien et passez une belle journée.